Bonjour à toutes et à tous, bonjour Frédéric. Bonjour Ludovic. Ravi de vous retrouver ici pour votre magazine consacré aux acteurs de l'économie en Romandie. Aujourd'hui, Frédéric, nous allons nous intéresser à un secteur particulier. Particulier, oui, parce que c'est une première, Ludovic. On reçoit la directrice d'un musée. Alors bien sûr, les musées ne sont pas des entreprises comme les autres. Nous savons qu'ils se financent souvent par des subventions ou des dons, mais il faut quand même bien les gérer, et bien les gérer. Leur but, c'est de montrer leur collection, d'y faire venir un public, donc c'est forcément un modèle économique. Et bien, on va découvrir tout ça avec un cas d'école, le MEG, le musée d'ethnographie de Genève. Nous recevons aujourd'hui Karine Ayélé-Durand, la directrice du MEG. Karine Ayélé-Durand, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ici pour ce magazine B2B. Vous avez été vous-même surprise peut-être de notre invitation ? Oui, tout à fait. En effet, le secteur économique est très intéressant, mais je me suis posé la question, en effet, suis-je devenue une entrepreneuse ? En tous les cas, nous sommes ravis de vous recevoir et de vous connaître davantage. Dans cette première partie de l'interview, on va s'intéresser d'abord à vous, à savoir qui vous êtes, avant d'être la dirigeante du MEG. Si je ne me trompe pas, vous êtes née à Lyon, en France. Vous êtes née d'une mère libano-togolaise et d'un père béninois. Vous êtes française donc ? Tout à fait. Et aux origines multiples. J'avais envie de vous demander, vous qui êtes ethnographe de profession, est-ce que vous vous définissez comme métisse ? C'est une bonne question. On n'a jamais posé cette question-là. Oui, je pense être métisse, tout à fait. Ouais, métisse de plusieurs générations. Ouais. Ma maman, je dis souvent ma maman est métisse, mais oui, je pense que je suis métisse aussi, bien sûr. Ouais. Alors d'arriver à Genève, qui est une des terres des Allobroges, le peuple des gens qui viennent d'ailleurs, est-ce que ce n'était pas finalement une évidence que de vous retrouver ici à Genève ? Disons que Genève, je la connaissais déjà bien, puisqu'entre 2000 et 2007, finalement, je suis venue tous les ans à Genève pour suivre les débats des peuples autochtones à l'ONU. Et donc, en effet, j'ai toujours beaucoup apprécié le fait que Genève soit si multiculturelle, en fait. La cause des peuples autochtones, c'est une cause qui vous est chère. Je pense qu'on aura le temps tout à l'heure d'y revenir. Concernant votre profession, je disais tout à l'heure ethnographe, vous dites aussi anthropologue social. Est-ce bien la même chose ou est-ce que vous pourriez en quelques mots nous expliquer ça fait quoi un anthropologue social ? Ça regarde et ça observe, disons, les relations sociales entre les personnes ou les relations que les personnes ont, dans mon cas en tout cas, avec des objets. Des objets de notre quotidien ou des objets de collection. Donc en fait, ça s'intéresse essentiellement à faire société, je dirais. À faire société. Et vous avez étudié quoi et où pour devenir anthropologue social ? Donc j'ai tout d'abord commencé en ethnologie, c'est un parcours assez classique, sociologie, ethnologie, en France, à Nice et ensuite à Aix-en-Provence. Et ensuite, l'anthropologie sociale, c'est surtout été développé comme ça, mais en Grande-Bretagne. Donc je suis partie en Angleterre faire ma thèse de doctorat dans un musée, donc pour étudier les relations sociales à l'intérieur même du musée, dans un cas de suivi d'exposition que j'ai fait à Cambridge, l'université où j'étudiais. Et voilà, donc j'ai aussi fait de l'anthropologie du coup dans un musée. Pour être concret, un exemple d'échange que vous avez observé en Grande-Bretagne entre un objet et la population. Oui, alors en fait, c'était dans 2 expositions que j'ai suivies dans le cadre de mes recherches. Ce qui m'intéressait surtout, c'était de voir comment les musées européens collaborent avec des artistes ou des artisans autochtones, donc des artistes et artisans qui venaient de loin, mais qui avaient un lien, une relation très forte avec les objets des collections. Donc en fait, très concrètement, quand j'étais à Cambridge, on avait accueilli 20 artistes qui venaient de Nouvelle-Zélande et des îles du Pacifique, et tous ces artistes avaient un lien direct, culturel, avec les objets de collection du musée anthropologie, donc des objets historiques qui avaient été collectés au 19e siècle, souvent, beaucoup même avant. Et ces artistes, en fait, étudiaient les collections historiques et créaient des œuvres contemporaines inspirées de ces collections historiques. Donc moi, ce qui m'intéressait à l'époque, c'était de voir comment les musées ouvrent leurs portes à des artistes et non pas qu'à des chercheurs qui eux-mêmes faisaient des recherches sur les objets. Et qu'après, à partir de là, qu'est-ce qui se crée, qu'est-ce qui se met en place ? Et donc, énormément de discussions, d'échanges et de très belles expositions. Peut-on considérer qu'il y a un système de vase communicant entre la recherche et le monde des arts, puisqu'on retrouve dans la programmation du MEG beaucoup d'appétence vers l'art aussi, vers la création ? Oui, complètement. On voit énormément de relations entre les artistes et les chercheurs. Et ce que je disais par rapport au travail que j'ai pu suivre à l'époque pendant ma thèse, c'est que les artistes eux-mêmes
faisaient de la recherche. Et on a énormément d'anthropologues qui ont souhaité, qui ont voulu devenir aussi parfois des artistes. Donc c'est intéressant, en effet, il y a vraiment un passage assez C'est votre fréquent cas? d'ailleurs. Vous êtes un peu artiste? Alors moi, je suis absolument pas du tout douée avec mes mains, mais c'est vrai que ce passage constant entre l'art et l'artisanat et la recherche est très fréquent. Ouais. J'ai essayé, mais... Qu'à cela ne tienne, il faudra peut-être faire la transition avec le monde économique, Frédéric. Revenons sur votre parcours académique, pardon. Après votre doctorat, on a pu lire vous avez quelque chose dans la négociation internationale. Alors c'est juste avant. C'est qu'en fait, j'ai fait 2 masters à Aix-en-Provence. Ouais. J'ai fait un master d'anthropologie, donc on appelle ça en DEA. On appelait ça à l'époque un DEA en France, donc un DEA d'ethnologie. Mhm. Et en même temps, j'ai fait un double cursus, qui est un 2e master, mais c'est un master en 3 ans qu'on appelait le magistère. Donc c'est un magistère en négociation internationale. Donc j'ai fait ça en même temps que mon master d'anthropologie. Et la négociation internationale est-elle nécessaire pour faire de l'anthropologie sociale? Alors c'était à côté, dans le sens où ça c'est vraiment c'est vraiment un de mes parcours, mais c'est que je faisais de l'ethnologie, de l'anthropologie, et c'est vrai qu'un de mes amis à l'époque qui était juriste, avant que je m'inscrive au master de négociation internationale, m'avait dit mais cette histoire d'anthropologie c'est quand même assez détaché des grands enjeux sociaux de ce monde. C'est un peu trop éthéré, disons. Et je m'étais dit, non, mais ça m'intéresse d'en savoir un peu plus. Donc, j'ai fait ce master de négociation internationale pour me frotter un peu plus à la vie. Donc, j'ai fait des études d'ailleurs d'économie, de sociologie, de démographie. Et un pendant très important de ce master de magistère de négociation internationale, c'est qu'on avait aussi des cours très approfondis de langue et de culture pour travailler à terme, normalement, dans une entreprise multinationale française qui s'implantait à l'étranger. Donc, moi, j'ai suivi les cours du portugais du Brésil. Et donc, j'étais formée pour travailler dans une multinationale au Brésil. Ce qui n'est jamais arrivé, mais en tout cas, c'est une formation que j'ai. Vous parlez donc portugais? Oui. Donc vous êtes polyglotte, vous parlez anglais, évidemment, Cambridge. Oui. Espagnol, parce que vous avez vécu en Espagne aussi. Oui, espagnol et catalan, j'insiste, parce que j'ai vécu à Barcelone. Oui. Le portugais. Le portugais. Et Est-ce qu'il l'italien. faut- Et l'italien Et l'italien aussi. Mon mari est italien, oui. Écoutez, donc ça fait déjà pas mal de langues. Est-ce qu'il faut parler plusieurs langues, être polyglotte, avoir voyagé pour être un bon anthropologue? Je dirais que pour être un bon anthropologue, il faut savoir, échanger, évidemment. Échanger, discuter, comprendre ce que les personnes disent autour de nous. Donc, ça fait partie des compétences qu'on doit acquérir, de pouvoir être à l'écoute, en tout cas. Donc, c'est plus simple d'être à l'écoute quand on parle la langue des personnes, oui. On peut lire sur votre LinkedIn que votre méthode de recherche est basée sur une approche transnationale et j'ai envie de dire aussi transdisciplinaire au regard des différentes choses qui sont proposées dans la programmation du MEG. Comment est-ce que vous pourriez définir en quelques mots pour notre public, nos téléspectateurs, votre approche justement Approche personnelle ou approche du musée? du musée, votre approche du musée, de votre travail? Oui, je dirais que l'approche, c'est vraiment d'être à l'écoute ce qu'on appelle les enjeux sociétaux et environnementaux d'aujourd'hui. Donc en fait, c'est vrai qu'on peut avoir l'illusion ou l'impression qu'un musée est essentiellement un lieu qui parle du passé, qui parle de l'histoire. Nous, ce que l'on souhaite mettre en avant au niveau du MEG, musée d'ethnographie, c'est qu'il y a toujours un lien entre le passé, le présent et le futur. Donc on a la capacité, la possibilité, grâce à tous les chercheurs qui travaillent avec nous, d'analyser le passé, de l'étudier à partir de faits historiques, mais de pouvoir essayer de comprendre aussi quel est le lien en fait avec le présent, avec les enjeux du présent, et puis pouvoir, ça serait notre souhait, pouvoir penser aussi à se projeter dans le futur avec des collaborations variées, soit avec des artistes, soit avec des économistes, soit avec plein d'autres disciplines. Un exemple pour être à nouveau concret, le Oui. lien actuel qui fait résonance avec la collection. Par exemple, on peut le voir dans notre exposition permanente actuelle, qui a été renouvelée légèrement en novembre 2024. Dans cette exposition, quand les publics visitent l'exposition, ils ont 2 approches. La première approche, c'est d'être face à des portraits vidéo de 12 personnes qui ont été interviewées pour nous donner leur propre relation avec les objets. Donc ces personnes vont parler de leur vie Les personnelle, personnes qui viennent d'où? un peu de partout, vraiment de partout, du monde entier en fait. On a des personnes qui sont nées, qui ont grandi à Genève, des personnes qui sont nées en Inde, d'autres personnes, un artiste maori de Nouvelle-Zélande, le directeur de l'Université populaire africaine, qui est d'origine congolaise, mais qui vit à Genève depuis de nombreuses années. Donc, chacune de ces personnes a été invitée à choisir un objet des collections qui fait sens pour lui ou pour elle.
Et donc, en choisissant cet objet, cette personne-là, elle nous parle de son passé, elle nous parle de son présent et elle nous parle de ce qu'elle a envie de développer avec avec le musée dans le futur, par exemple. Peut-être que le rôle aussi des musées, on va en reparler, c'est d'avoir une influence sur l'avenir social, l'avenir des sociétés. Et dans cette rencontre, on parlait tout à l'heure de la rencontre avec les peuples premiers, les peuples autochtones. Il y a le fait de ce dialogue avec les pays du Sud, les peuples premiers, et notamment la restitution de certains objets par les musées, un élément fort dans le parcours du MEC de ces derniers mois. Est-ce qu'il y a une volonté de réconciliation de votre part, de la part du musée? Alors c'est vrai qu'on souvent on aborde ces questions-là en disant que les musées souhaitent rentrer dans une optique de réparation ou de réconciliation. Alors réconciliation, ça va loin parce qu'en fait c'est pas nous qui décidons qu'on va se réconcilier. Il faut vraiment que les personnes directement concernées considèrent que on a fait le pas. Ce qui est clair pour nous, ce qu'on souhaite en effet, c'est rentrer en dialogue. C'est la première chose. Et à partir de là, à partir du moment où on rentre en dialogue, s'il y a réconciliation, peut-être, mais l'important c'est qu'on échange en fait, et c'est qu'on parle de tout, du passé, du présent et du futur. Donc c'est un peu ce qu'on fait concrètement tous les jours. Ouais. Et j'insiste juste sur le fait qu'au musée d'ethnographie de Genève, parce que c'est assez rare pour pouvoir le noter, on imagine souvent que c'est un musée qui parle des cultures des autres, mais on a énormément de collections d'objets qui viennent aussi d'Europe, qui viennent de Genève, qui viennent de Suisse. C'est vraiment un musée qui concerne toutes les cultures du monde entier et pas que celles de des personnes très très éloignées. Trouvez-vous qu'on ne s'intéresse pas suffisamment à la culture d'ici, bien que ce soit un peu l'époque du bio et local? Est-ce qu'on manque un peu, est-ce qu'on pêche un peu à s'intéresser à la culture locale? Non, je pense pas. Je pense qu'on le fait bien et je pense que dans notre musée, on le fait aussi parce qu'on voit, on voit Genève, comment cette ville est. C'est une ville d'ici, c'est une ville qui est vraiment au centre de l'Europe et qui en même temps est ouverte sur le monde. Et donc le musée d'ethnographie, c'est exactement la même chose. Pour terminer, quelques mots sur vos loisirs et puis votre appétence, votre intérêt pour l'écologie. Alors, vous disiez tout à l'heure, vous vous intéressez quand même un peu aux arts. Je crois que vous aimeriez faire de la musique, ça n'a pas été le cas jusqu'alors. Alors, j'ai jamais fait de musique, c'est vrai, mais ça pourra peut-être venir un jour, ouais, pourquoi pas. Vous aimeriez jouer quoi? De l'accordéon. De l'accordéon, J'ai c'est vrai? toujours adoré l'accordéon. Ah, Ouais. c'est drôle. Ouais, Et l'écologie, on finit toujours cette partie de l'interview par là. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Alors, l'écologie, pour moi, ça évoque ce que j'ai beaucoup entendu de la part des peuples autochtones avec lesquels j'ai travaillé. C'est qu'en fait, il n'y a pas de séparation entre les humains d'un côté et les écosystèmes de l'autre, mais qu'il y a une interdépendance qu'il faut pouvoir reconnaître. Donc, pour moi, c'est ça, l'écologie. C'est se rendre compte qu'on est en interdépendance complète avec les écosystèmes et qu'il faut pouvoir aborder ces questions-là, notamment en tant qu'anthropologue. Merci beaucoup. Je pense qu'on a pris déjà beaucoup de plaisir à vous connaître davantage. Et on va peut-être, si vous le voulez bien, Frédéric, passer On y va? au Meg. C'est parti. Karine Durand, dans cette deuxième partie, on va s'intéresser au MEG un peu comme une entreprise. On va parler de son financement, de différents projets, de sa stratégie. Mais d'abord, essayons de comprendre ce que c'est que le métier de directrice, parce que vous étiez conservatrice en chef avant et vous êtes devenue directrice. Quelle est la différence exactement entre ces deux postes? Bon, la différence, c'est qu'en tant que conservatrice en chef, je gérais une équipe de conservateurs, conservatrices, mais également conservateurs, restaurateurs, conservatrices, restauratrices. Donc, c'était une équipe d'une quinzaine de personnes quand même. Mais quand on est une directrice d'un musée, on ne gère pas plus seulement un secteur du musée, mais on a une vision d'ensemble sur l'entier du musée. Donc, c'est une cinquantaine de personnes, c'est ça? On est presque à 70 maintenant, parce qu'on a énormément de stagiaires, de civilistes, de personnes à durée déterminée, donc on appelle des auxiliaires. Donc on est à 69 personnes à peu près aujourd'hui. Ça aussi, entre 55 et 60. Voilà. Quand on devient directrice dans le musée, est-ce que ce n'est pas la frontière où le poste devient politique? Le poste, alors en tant que conservatrice en chef, j'avais déjà des questions d'ordre politique, puisque je gérais les collections. Donc on parlait tout à l'heure très rapidement, on a évoqué la notion de restitution. Donc quand on est dans des relations avec des partenaires internationaux et qu'on touche à des questions de droit des collections, on est quand même un peu à la frontière avec le politique. Mais c'est vrai qu'en tant que directrice, j'ai plus de relations en effet avec la direction du département de la culture de la ville de Genève et avec le magistrat en charge de la culture, ça oui. Est-ce que ce sont eux qui fixent vos objectifs, et y a-t-il des objectifs au MEG? C'était un peu plus de 100 000 visiteurs par année, il me semble. Vous avez un objectif
de fréquentation, par exemple? Alors, on n'a pas d'objectif de fréquentation qui est imposé. Euh, donc non, ça non. En termes d'objectifs, surtout des objectifs stratégiques, c'est pas forcément ni la ville ni le magistrat qui fixe nos objectifs. Par contre, on est attentif à faire en sorte que nos objectifs s'insèrent dans les objectifs et dans la feuille de route du département de la culture. Ça oui, mais ça c'est vraiment une question de cohérence et d'alignement en fait. Mais sur ces visiteurs, vous souhaitez quand même qu'il y en ait plus chaque année ou finalement non, il y a une capacité maximum qui est déjà atteinte et donc il faut plutôt Alors le stabiliser? on sait depuis la réouverture du MEG, le MEG a une longue histoire, il a été donc réouvert en 2014 avec de nouveaux espaces d'exposition. Donc en termes d'exposition, on sait qu'on est, si on est aussi entre 100, 115 000 jusqu'à 200 000 visiteurs par an, c'est une bonne fréquentation, disons. Il faut savoir qu'en Suisse, des musées qui ont à partir de 50 000 visiteurs par an, c'est des musées qui ont une grande fréquentation. Donc c'est un peu la logique. Au niveau du MEG, après Covid, c'est vrai qu'on a eu une chute, comme la plupart des institutions culturelles. Et depuis 2023, on oscille en effet entre 100, 105 000 visiteurs jusqu'à 115 000 en 2024. Donc moi j'estime qu'au-delà de la fréquentation, de pouvoir avoir toujours plus de public, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est aussi de mieux peut-être évaluer la qualité de la visite. Donc autour de 115 000, je pense qu'on est bien, parce qu'on a beaucoup plus que 50 000 visiteurs, et c'est considéré comme beaucoup de visiteurs en Suisse. Et après, ce qui nous intéresse, c'est la motivation des publics, qu'est-ce qui les fait venir, qu'est-ce qui les fait revenir. C'est travailler sur cette notion de... Ça, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui reviennent ou ce sont des visiteurs Alors, uniques? Non, on a beaucoup de visiteurs qui reviennent, on a beaucoup de visiteurs en fait locaux. C'est vrai qu'au départ, quand le musée s'est réouvert en 2014, on pouvait imaginer qu'on allait avoir de plus en plus de visiteurs internationaux. Puis on se rend compte en fait que bien plus de 60% de nos visiteurs sont quand même des visiteurs locaux. Ce qui veut dire qu'on a un bon tissu local et territorial et on aime bien ancrer ça aussi. Est-ce que pour autant, dans les visiteurs, est-ce qu'il n'y a pas un entre-soi? Est-ce que ce ne sont pas toujours les mêmes gens qui vont au musée et qui en profitent? Alors c'est une question qu'on s'est posée de manière évidemment très fréquente. C'est une question que les musées se posent depuis plusieurs décennies. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, en effet, c'est de varier. Alors, on varie par rapport à ce qu'on offre en termes de programmation. Donc, on a des expositions, comme la plupart des musées, mais on a aussi une programmation variée. On peut avoir, par exemple, des activités pour les jeunes, pour les familles, pour les enfants, les petits-enfants, pour les femmes enceintes. C'est à ce moment-là qu'on arrive à diversifier l'offre pour les publics et qu'on a, en effet, pas simplement toujours la même catégorie de public. En général, la catégorie de public privilégiée des musées, c'est des personnes qui ont fait des études, qui ont plus de 50 ans et qui. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui a beaucoup varié ces dernières années, notamment dans les visites du MEC. On va décortiquer un peu votre modèle économique, si j'ose l'appeler comme ça, même si évidemment ce n'est pas une société à but lucratif. Mais il y a des recettes et il y a des coûts. Les recettes, commençons par cela. La part que représentent les subventions dans votre budget, et puis quelles sont les autres sources de revenus? Alors nous, on est complètement financé par la ville de Genève. On a dû préciser, c'est un musée de la ville de Genève. De la ville de Genève, donc c'est pas du canton, c'est de la ville de Genève. On ne parle pas de subvention à notre niveau, on a un budget de fonctionnement. C'est un élément de langage, ça. Oui, mais c'est quand même de l'argent des contribuables. De tout le monde, bien entendu, des contribuables. Donc on a en budget de fonctionnement, on a 3 millions. Et puis après, évidemment, il y a les salaires. Donc, en fait, salaire plus... Le budget de fonctionnement, si ce n'est pas les salaires, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est préparer une exposition, donc concevoir l'exposition, travailler avec des scénographes. Donc, c'est des métiers qui permettent... La fabrication des contenus, on pourrait le dire. Fabrication des contenus, on l'a fait en interne, mais c'est plutôt accompagnement pour ce qu'on appelle la muséographie, donc c'est-à-dire mettre en forme, mettre en scène les expositions. On travaille avec énormément d'artistes, d'artisans, de performeurs qu'on finance, bien entendu, heureusement, parce qu'il faut bien financer la culture. Donc, par exemple, voilà, c'est ça. Ça, c'est le budget de fonctionnement. Et donc, l'argent public vient à quelle hauteur de votre budget complet? En tout, avec les salaires, c'est 13 millions. Mais en pourcentage de ce que... Parce que l'entrée du musée et les collections, c'est gratuit, mais... Alors, pas toujours. On a des expositions temporaires qui sont payantes. Les expositions sont plutôt payantes. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme autre source de recettes que l'argent public? C'est à peu près tout. Parce qu'on n'a pas de budget de... Le petit restaurant ou le café, ça rapporte rien? Alors, c'est pas... Nous, on n'a pas de gérance directe. En fait, c'est pas nous. On a une gérance, en fait, à côté. Donc, en fait, la gérante du café, c'est son propre modèle d'affaires. C'est pas l'argent qui revient dans les caisses du musée? Non. Donc, nous, on a les entrées des billetteries. On a aussi la privatisation de certains locaux.
certains espaces du musée, Pour des événements privés. pour des événements privés. Mhm. Voilà. Donc ça fait une toute petite part. C'est vraiment Toute pas. part, c'est quoi? C'est 5%, c'est 10%? C'est un peu moins. Ça dépend des années. Ça a beaucoup oscillé. Donc par exemple, c'était assez marginal en 2024. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Donc plus de mais je pense qu'on 90%, est c'est plus, de l'argent public. C'est vraiment qui vient- l'argent public, quoi, J'ai essentiellement. vu aussi sur votre rapport annuel que l'auditorium était utilisé à 40%. Il peut être loué aussi, cet auditorium? Oui, tout à fait. Ça fait partie des privatisations dont je vous parlais. Ouais, tout à fait. Mm. Ouais. Il a à peu près 250 places. Ce qui est assez rare et intéressant à Genève, parce que c'est vrai que souvent à Genève, des espaces de plus de 200 places sont quand même assez difficiles à trouver. Ça veut dire que là, tout type d'organisation, publique ou privée, peut venir le louer et l'utiliser? Alors disons qu'on a une ordre de préférence, disons, en fonction Mhm. des... il faut s'assurer évidemment que les personnes qui veulent louer soient en accord aussi avec nos valeurs et les valeurs de la ville de Genève. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Donc on a une sorte de grille comme Mais ça. vos valeurs, ça veut dire qu'une entreprise privée est exclue? Ou- Non, pas forcément. C'est pas non. Une valeur, ça n'a rien à voir avec le privé ou le public. C'est pas ça. C'est de pouvoir s'assurer d'être en lien avec les valeurs de la ville, donc ouverture, transparence, diplomatie, droits internationaux, droits humains. Enfin, Ça veut dire qu'une banque qui viendrait faire un événement sur l'investissement, par exemple, ce serait pas dans Ah ben non, si c'est en plus, et surtout si c'est de l'investissement. de la finance durable, ça vous plairait? Ah, ça va bien. Non, il n'y a pas du tout de disons qu'il n'y a pas de point qui dirait que cette entreprise pourrait pas. Mais par contre, c'est vrai qu'on tient quand même à ce que les valeurs de la ville de Genève soient soutenues. Vous évoquiez les charges de personnel, 8 millions de francs, c'est évidemment un gros poste. Au budget 2025, c'est un poste qui est en assez nette hausse, plus de 5% pour vous. C'est plus que l'inflation, qui est d'environ à peine 1%. C'est plus aussi ce qu'on voit dans le musée d'art et d'histoire, qui est presque à 2%. Le musée d'histoire naturelle aussi, un peu moins. Ariana, un petit peu moins. Ça veut dire que c'est parce que vous recrutez ou c'est parce que vous allez vous développer et qu'il faut avoir plus d'effectifs? Quoi, budgétairement pour Oui, 2025, vous ça avez une compte, augmentation de ça 5% compte. pour notre budget? C'est beaucoup, oui. Ouais, c'est énorme. Ça m'intéresserait de savoir d'où vous trouvez vos Le chiffres. rapport annuel et des discussions qui sont en cours à la ville de Genève. En 2025. Ouais, c'est le budget 2025. C'est le 2025, on a un poste supplémentaire qui a été voté. projet. Ouais. Et c'est un poste qui est très important pour nous, parce que c'est un poste qu'on appelle chargé de mission RSO. Donc c'est pour inscrire RSO, la ça veut responsabilité sociétale des organisations à l'intérieur du musée. Donc s'assurer que l'on répond aux objectifs de développement durable dans tous les secteurs d'activité du musée. Donc ça, c'est un poste qui était important pour nous. Et puis je remercie beaucoup le conseil administratif et le conseil municipal pour ce vote. Ça me fait penser aussi que dans votre rapport, il est fait mention d'un effort particulier sur les émissions de CO2 Ouais. que vous mesurez, qui sont publiées. Je ne vais pas donner tous les chiffres, mais ça existe. Ce serait à peu près l'équivalent de 70 habitants de la ville de Genève qui seraient mis en presque une, 80. en une année, presque 80 maintenant. Ouais. Et là, quel est votre... D'abord, d'où viennent ces émissions? Pourquoi est-ce que le musée en émet? Et puis, qu'est-ce que vous mettez en place pour les réduire? Oui, on a plusieurs émissions. Donc, en effet, on a 3 gros postes d'émissions de CO2. On a la mobilité des visiteurs et des visiteuses. Et on a l'alimentation. Donc, vous prenez en compte pas simplement les émissions elles-mêmes du bâtiment ou de l'activité de vos employés, mais c'est si je viens de Lausanne en voiture Exact. voir une exposition, vous allez comptabiliser ça. C'est ça, ou si je viens d'Asie, par exemple, ou si je viens de notre continent, oui, on comptabilise je vais un exemple moins exotique en tête. Mais... non, mais par exemple, non, mais c'est vrai. Et puis par rapport à nos partenaires aussi, Ouais. on a des partenaires, notamment, on parle des peuples autochtones, mais il faut bien qu'ils viennent de chez eux. Donc quand on a des partenaires qui viennent d'Alaska, donc ça c'est comptabilisé aussi. Donc la mobilité des visiteurs et puis de nos partenaires, donc c'est vrai que c'est le plus gros poste. Ensuite, on a tout ce qui est l'alimentation et puis l'énergie. Donc ça, c'est vraiment les grands postes. Donc en matière d'alimentation, comme je vous disais, c'est une gérance séparée, mais quand même, on a un suivi très, très approfondi. Donc là, il y a le développement de tout ce qui est s'appuyer sur des producteurs locaux, sur l'aspect territorial. Au niveau de la mobilité, on va justement commencer en 2026. Enfin, on est en train de le développer maintenant, puis ça sera mis en place en 2026. Un plan de mobilité pour les visiteurs et visiteuses. Et puis pour l'énergie, il y a plusieurs choses déjà qui sont mises en place et qu'on va continuer, notamment une grande réflexion qui est menée au niveau international sur alors c'est très technique ce que je vais vous dire, mais sur le climat qui est utilisé, le climat, c'est-à-dire température et humidité dans les espaces d'exposition, puisque les espaces d'exposition sont tempérés toute l'année. Et donc ça, c'est un gros coût énergétique. Donc il y a un gros travail international qui est en train de se mettre en place
pour voir si on peut abaisser les températures enfin, pardon, ça dépend. Faut ajuster les températures pour utiliser le moins Pour possible d'énergie. réduire la consommation Voilà, mais d'énergie. sans avoir d'impact négatif sur les collections. Couvrir le musée de panneaux solaires pour être autosuffisant. Alors ça serait une réflexion à mener, mais ça, c'est pas tout à fait à notre niveau pour le moment. Donc c'est quelque chose, en tout cas, qu'on note, qui est tout à fait possible, mais il faut trouver les espaces, les surfaces. Et c'est vrai qu'on dépend pour cela du département du patrimoine de la ville, du patrimoine bâti. Mais c'est une discussion qui aura lieu. Vous aimeriez pousser? Moi, j'aimerais bien la poursuivre, en effet, oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on sait aussi que si on regarde au niveau de la ville dans son ensemble, le bâtiment du MEG tel qu'on le connaît aujourd'hui n'est pas forcément le bâtiment qui a le plus de problématiques énergétiques. Il y a d'autres bâtiments Il est récent, qui passent en priorité. Donc nous, pour le moment, ce que l'on fait, c'est qu'on ajuste par rapport à ce qu'on peut faire tout de suite, tout en ayant quand même un plan à long terme. On va nous revoir quand vous aurez On a du travail, fait du travail. Voilà. Ouais. Merci. Merci beaucoup en tout cas de vous être prêté au jeu avec Merci à nous. vous. Car oui, un musée, ce n'est pas une entreprise, mais il faut quand même répondre à pas mal d'enjeux qui sont similaires à toutes les autres entreprises. Merci beaucoup Frédéric. Merci Ludovic. On se retrouve la semaine prochaine et avant de nous quitter, Madame Durand, on va vous faire passer l'exercice du questionnaire de Proust, comme tout le monde. Voilà. Qu'aimez-vous le plus chez vos amis? Leur générosité, leur sourire constant. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui crée son entreprise? De rencontrer des gens, d'ouvrir et de discuter, d'échanger, et puis de croire en soi, tout simplement. Quelle devise vous répétez-vous chaque jour? Everything is gonna be alright.